Comment expliquer qu'un territoire si petit soit devenu le centre de tant de passions, de polémiques et de fantasmes? Pourquoi Israël est-il, depuis sa naissance, autant au cœur de l'actualité mondiale? Ce n'est pas seulement une histoire de guerre, ni de religion, ni même de politique. Israël, c'est le théâtre d'un récit humain unique, fait de migration, de luttes, de rêves et de tragédies, où chaque avancée semble payer le prix fort. Derrière les images diffusées à la télévision et les débats qui enflamment les réseaux sociaux, il existe une histoire complexe, pleine de surprises, de drames intimes et de rebondissements internationaux. Voici l'histoire d'un pays où rien n'est jamais acquis, où chaque génération doit redéfinir ce que signifie vivre, croire et survivre. Laissez-vous surprendre par la réalité d'Israël, bien plus nuancée que tout ce que vous avez pu entendre jusque-là. La naissance d'un État sous le feu. En mai 1948, la déclaration d'indépendance d'Israël n'est pas seulement un acte politique, c'est un coup de tonnerre au Moyen-Orient. Quelques heures à peine après l'annonce, l'État naissant fait face à une invasion coordonnée des armées de 5 pays arabes: l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Liban et l'Irak. Les combats sont acharnés, menés par des jeunes soldats à peine formés et des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas seulement la survie du pays qui se joue, mais celle de tout un peuple qui revient sur une terre quittée depuis près de 2000 ans. Pourtant, la naissance d'Israël ne tombe pas du ciel. Dès le début du XXe siècle, les premiers pionniers juifs venus de Russie et de Pologne lancent un projet sans équivalent: fonder des villages agricoles, les fameux kibbutzim, tout en créant un embryon de société moderne, partis politiques, syndicats, coopératives. C'est l'époque de la Histadrout, plus qu'un simple syndicat, véritable poumon économique et social qui prend en charge l'emploi, la santé, l'éducation et même l'organisation paramilitaire avec la Haganah, la future armée israélienne. La période du mandat britannique, 1920-1948, voit la communauté juive s'auto-organiser avec ses propres institutions. L'Agence juive, qui fonctionne comme un gouvernement parallèle, mais aussi l'Assemblée des élus et le Conseil national. La vie politique, déjà riche, est divisée entre socialistes, sionistes libéraux, religieux et révisionnistes. La montée du national-socialisme en Europe accélère l'immigration juive, mais aussi les tensions avec la population arabe locale, menant à des affrontements meurtriers et à un climat de violence permanent. La victoire de 1948 est donc, pour beaucoup, le fruit d'une préparation méticuleuse, d'une mobilisation sans précédent et d'une organisation sociale inédite. Mais elle s'accompagne d'un drame humanitaire majeur: l'exode de plus de 700 000 Palestiniens, qui marque le début d'une crise des réfugiés encore irrésolue aujourd'hui. Les cartes sont rebattues. La carte géopolitique du Proche-Orient ne sera plus jamais la même. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la société israélienne, dès ses débuts, porte en elle les germes de ses divisions futures. Les rivalités entre Ashkénazes et Séfarades, entre laïcs et religieux, entre socialistes et conservateurs, couvant déjà sous la surface. Dès les premières années, le projet sioniste ne fait pas l'unanimité, y compris parmi les Juifs. Certains rêvent d'un pays laïque et socialiste, d'autres d'un État religieux fondé sur la Torah, d'autres encore d'une simple terre d'accueil après les pogroms et la Shoah. Mais l'État d'Israël doit faire face, dès sa naissance, à une double urgence: défendre ses frontières et construire une société viable pour accueillir des centaines de milliers de réfugiés juifs venus du monde entier, souvent sans ressources ni repères. Le défi est immense, et c'est dans ce contexte d'urgence permanente que le modèle israélien va se forger. La domination socialiste et les années Ben Gurion. L'après-guerre est marquée par l'hégémonie de la gauche travailliste et l'ombre imposante de David Ben Gurion. L'État adopte un modèle de démocratie parlementaire unique, avec une proportionnelle intégrale qui rend toute majorité fragile, et impose le jeu des coalitions. Le Mapai, parti phare de la gauche sioniste, doit constamment composer avec des alliés issus de la mouvance religieuse, libérale ou marxiste. Le modèle économique est proche du socialisme. Nationalisation, développement de grands plans d'infrastructures, création de la compagnie aérienne nationale El Al, des entreprises publiques, des universités
et surtout d'un vaste réseau de kibbutzim et de moshavim. Cette organisation permet d'absorber l'afflux d'immigrants venus d'Europe, d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, mais génère aussi de lourdes inégalités et un sentiment de frustration chez ceux qui ne parviennent pas à s'intégrer au modèle dominant. Sous la surface de la réussite apparente, les tensions sont nombreuses. Les crises politiques, souvent provoquées par les partis religieux ou des scandales comme l'affaire Lavon, déstabilisent les gouvernements. Ben Gurion, autoritaire, ne supporte pas la contradiction et s'affronte à ses rivaux, comme Moshe Charet ou plus tard Golda Meir. Chaque désaccord menace l'équilibre fragile du pays. Les années 1950 et 1960 sont également celles des grandes épreuves. La guerre de Suez, menée en 1956 avec la France et la Grande-Bretagne, expose Israël à la scène internationale. L'État doit jongler entre alliances occidentales, pression soviétique et hostilité grandissante du monde arabe. En interne, l'arrivée massive de Juifs d'Afrique du Nord, du Yémen, d'Irak ou d'Iran, parfois relégués dans des villes de développement isolées, accentue les clivages ethniques et sociaux. Le pouvoir de la gauche s'effrite progressivement, miné par la montée des aspirations des séfarades et le sentiment d'abandon ressenti par les couches populaires. Les guerres successives, en 1956, 1967 et 1973, si elles assurent la survie du pays, laissent des traces profondes dans la société. Traumatisme, méfiance, radicalisation. La domination travailliste n'est donc pas seulement synonyme d'unité nationale, mais aussi de frustration, d'injustice et de rancœur prête à exploser. La révolution silencieuse, la revanche du second Israël. Le 17 mai 1977, la vie politique israélienne bascule. Pour la première fois, la gauche perd le pouvoir. Le Likoud de Menahem Begin, représentant les exclus et les défavorisés, remporte les élections. C'est une onde de choc. Les séfarades, longtemps marginalisés, font entendre leur voix. Ils reprochent à la gauche son arrogance, sa gestion autoritaire de l'intégration et son incapacité à répondre aux besoins des quartiers pauvres. Begin, issu du révisionnisme sioniste, prône une politique de libéralisation économique, de réduction du poids de l'État et d'affirmation identitaire. Les colonies juives se multiplient en Cisjordanie et à Gaza, symbole d'une vision du Grand Israël qui alimente la colère des Palestiniens et de la communauté internationale. L'événement marquant de cette période reste la signature des accords de Camp David avec l'Égypte, sous médiation américaine. Pour la première fois, un pays arabe reconnaît Israël, en échange de la restitution du Sinaï. Cette paix historique ne dissipe pas les tensions. L'assassinat du président égyptien Sadat en 1981, puis la guerre du Liban en 1982, qui se transforme en bourbier militaire et politique, montrent les limites de l'aventure expansionniste. La société israélienne se fracture. Montée des partis religieux, radicalisation des courants nationalistes, mécontentement des classes populaires face à l'explosion de l'inflation, jusqu'à 400% par an à certains moments. Le second Israël a conquis le pouvoir, mais se heurte aux mêmes difficultés que ses prédécesseurs. L'alternance politique devient la norme, mais la stabilité reste une illusion. Les coalitions s'enchaînent, les gouvernements tombent, et la question palestinienne s'impose comme un défi insoluble. Espoir, blocage et drame, la longue marche vers la paix. Les années 1980-1990 sont celles de l'incertitude et du chaos. Les intifadas, ces soulèvements populaires dans les territoires occupés, révèlent la profondeur du malaise. L'armée israélienne se retrouve confrontée à une résistance civile massive. Émeutes, grèves, jets de pierre, prise de distance. La répression, parfois brutale, ternit l'image d'Israël dans le monde et creuse le fossé avec les Palestiniens. Malgré tout, des lueurs d'espoir apparaissent. La conférence de Madrid en 1991, puis surtout les accords d'Oslo signés en 1993, symbolisent une possible réconciliation. Yitzhak Rabin, Premier ministre pragmatique, fait le pari risqué d'une paix négociée avec Yasser Arafat, chef de l'OLP. La poignée de main sur la pelouse de la Maison-Blanche fait le tour du monde. Mais le processus est fragile. Les extrémistes de chaque camp s'opposent violemment au compromis. Actes radicaux,
liquidations extrajudiciaires, montée en puissance du Hamas, chaque avancée diplomatique est aussitôt menacée. Les événements tragiques d'Hébron, en 1994, perpétrés par un colon juif, puis la fin dramatique de Rabin en 1995 par un ultranationaliste israélien, brisent la dynamique. Le rêve de paix se transforme en cauchemar. Shimon Peres tente de poursuivre le processus, mais les attentats de 1996 renforcent la droite, qui revient au pouvoir avec Benyamin Netanyahou. Le dialogue s'enlise, les colonies s'étendent, la méfiance règne. Les Palestiniens se sentent trahis, les Israéliens redoutent de nouveaux attentats. En 2000, l'échec du sommet de Camp David confirme l'impasse. La question de Jérusalem, des frontières, des réfugiés semble insoluble. La deuxième intifada éclate, marquée par une violence sans précédent. Attaques auto-sacrificielles, raids militaires, construction du mur de séparation. Le prix humain est terrible. Des milliers de vies perdues, deux sociétés durablement bouleversées et divisées. Montée de la droite, conflit sans fin et une société qui se déchire. Depuis les années 2000, la droite et les partis religieux dominent la scène politique. Ariel Sharon, puis Benyamin Netanyahou, incarnent ce virage sécuritaire. L'accent est mis sur le maintien de la sécurité nationale, la poursuite de la colonisation, la défense des valeurs juives. Sharon, général controversé, orchestre le retrait unilatéral de Gaza en 2005, espérant se dégager du piège démographique et sécuritaire. Mais le Hamas prend le pouvoir à Gaza, et les tirs de roquettes sur le sud d'Israël reprennent de plus belle. Le mur de séparation, jugé illégal par la Cour internationale de justice, est pourtant salué par une partie de la population israélienne, qui y voit un rempart contre la violence. Mais il contribue à isoler encore davantage les Palestiniens et à rendre plus difficile toute solution négociée. Netanyahou, surnommé Bibi, domine la vie politique grâce à une maîtrise exceptionnelle de la communication et à la construction d'alliances improbables. Malgré les scandales de corruption, les critiques internationales et les manifestations massives, il parvient à conserver le pouvoir. Sa stratégie, jouer sur les peurs, promettre la sécurité et présenter toute contestation comme une menace existentielle. Mais cette stabilité apparente cache des fissures profondes. Les tensions entre religieux et laïcs s'aggravent. La conscription obligatoire pour les étudiants des yeshivas, écoles talmudiques, cristallise les oppositions. Les inégalités sociales explosent, avec 20% des familles sous le seuil de pauvreté. Les scandales politiques se multiplient, la confiance dans les institutions s'effondre. La société israélienne, réputée pour sa résilience, apparaît de plus en plus divisée, polarisée, parfois au bord de l'explosion. Identités multiples, tensions ethniques et fractures sociales. Israël se présente comme un creuset, un pays où tous les juifs du monde peuvent se retrouver. Mais la réalité est tout autre. Les vagues successives d'immigration, d'Europe de l'Est, du Maghreb, d'Éthiopie, d'ex-URSS, ont forgé une société multiculturelle mais profondément inégalitaire. Les Ashkénazes, descendants des Juifs d'Europe centrale, dominent longtemps l'élite politique, économique et culturelle. Les Séfarades et Mizrahim, venus du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, restent cantonnés aux emplois subalternes et aux quartiers périphériques. Le ressentiment monte, nourrissant l'émergence de partis comme le Chasse, qui défend la cause séfarade, prône un retour aux valeurs religieuses et multiplie les écoles, les associations, les œuvres sociales. Les Russes, arrivés en masse dans les années 1990 après la chute du mur de Berlin, forment une communauté à part, attachée à ses traditions, à sa langue, et pesant de tout son poids sur la vie politique avec des partis comme Israël Beitenu. Les Arabes israéliens, près de 20% de la population, vivent dans une situation ambiguë. Citoyens à part entière, mais souvent exclus des circuits de pouvoir, victimes de discrimination, tiraillés entre leur loyauté à l'État et leur solidarité avec les Palestiniens des territoires occupés. Leur participation à la vie politique progresse lentement, mais ils restent en grande partie à la marge. Les tensions religieuses atteignent aussi des sommets.
Les ultra-orthodoxes réclament des exemptions du service militaire, des budgets spécifiques pour leurs institutions et pèsent sur la législation, mariage, alimentation, jours fériés. Face à eux, une partie de la société revendique la laïcité, la modernité, l'ouverture sur le monde. Sur fond de crise économique, de privatisation et de précarité, la société israélienne se cherche, oscille entre ouverture et repli, entre rêve d'intégration et crispation identitaire. Israël face au monde, alliance et nouveau statut. Israël a toujours été un pays sous pression. Créé grâce au soutien de l'ONU et de la communauté internationale, il a d'abord bénéficié de l'appui de la France, puis, après 1967, de celui des États-Unis. Cette alliance stratégique, militaire, économique et diplomatique avec Washington constitue le socle de la sécurité israélienne. Mais les relations ne sont pas toujours simples. Les États-Unis poussent à la paix avec les Palestiniens, critiquent parfois la colonisation, mais assurent une aide militaire sans égale. Les présidents se succèdent, les stratégies varient, mais l'alliance perdure. L'Europe, premier partenaire commercial, tente de jouer un rôle d'équilibre, mais reste souvent impuissante face à la realpolitik. Les bouleversements géopolitiques du XXIe siècle, printemps arabe, montée de l'islamisme, ambitions iraniennes, poussent Israël à rechercher de nouveaux alliés. La normalisation avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, dans le cadre des accords d'Abraham, ouvre une nouvelle ère, coopération économique, échanges technologiques, alliance stratégique contre l'Iran. Mais le prix de cette reconnaissance est lourd. La cause palestinienne passe au second plan, les espoirs d'un État indépendant s'éloignent et le monde arabe se divise. Les anciennes alliances, comme celle avec la France ou l'Union soviétique, se transforment en relations économiques ou technologiques. Israël s'impose aussi comme une puissance technologique. Start-up, cybersécurité, innovation médicale, agriculture high-tech. Le pays exporte son savoir-faire dans le monde entier, s'impose comme un modèle de résilience et d'innovation. Pourtant, le rêve de normalisation reste fragile. La question palestinienne, le statut de Jérusalem, les frontières restent des sources de tensions majeures. Nouveaux défis, vieilles blessures, Israël à la croisée des chemins. À l'aube des années 2020, Israël se trouve à la fois plus fort et plus fragile que jamais. La pandémie de Covid-19 a révélé l'excellence du système de santé, mais aussi les fractures sociales, campagne de vaccination massive, mais aussi contestation sur la gestion de la crise, sur la surveillance numérique, sur l'état d'urgence. Les tensions à Jérusalem, les affrontements à Gaza, les attaques à l'arme blanche ou les tirs de roquettes rappellent que la paix reste précaire. Les divisions internes, politiques, religieuses, sociales, s'aggravent, alimentant une instabilité chronique. Les gouvernements se succèdent, parfois incapables de former une coalition stable, avec des élections qui s'enchaînent sans issue claire. La société, plus éduquée, plus connectée, plus ouverte sur le monde, aspire à plus de justice sociale, d'égalité et de tolérance. Mais les défis sont énormes, vieillissement de la population, coût du logement, menaces extérieures, et surtout, comment trouver un consensus national dans une société si diverse. Le modèle israélien, longtemps fondé sur la solidarité, l'armée, le kibboutz et la foi dans le progrès, vacille sous le poids des nouvelles réalités. Les jeunes cherchent ailleurs, l'émigration s'accélère, mais l'innovation reste forte, l'énergie du pays intacte. Conclusion. L'histoire d'Israël est celle d'un peuple capable de renaître de ses cendres, mais aussi celle de divisions profondes, de conflits permanents et d'une identité toujours en débat. Entre rêves de paix, menaces de guerre, pulsions d'unité et tentations du repli, Israël continue d'inventer sa propre légende. À chaque génération, le pays doit faire face à de nouveaux défis. La question n'est plus seulement « Israël survivra-t-il ?», mais « Comment Israël se réinventera-t-il ?» L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Chaque crise, chaque élection, chaque guerre ou chaque accord de paix est un nouveau chapitre, dont l'issue reste toujours imprévisible.
un seul point reste certain. Israël, pays de toutes les passions, ne cessera jamais d'étonner le monde. La suite, à vous d'en juger.